le privilège avec Serge Klozinski ce matin de démarrer cette longue série de rencontres organisées dans le cadre des rendez-vous d'histoire de Blois. Et j'ai le plaisir justement d'accueillir Serge Klozinski pour ce premier café littéraire organisé en partenariat avec la revue L'Éléphant, qui vient juste de sortir son numéro 36. Vous pourrez le trouver au Salon du Livre juste à côté. De même que vous pourrez, je le dis tout de suite comme ça, on ne sera pas pris par le temps, vous pourrez trouver la plupart des ouvrages de Serge Klozinski tout à l'heure qui ira dédicacé sur le stand de Fayard, l'ouvrage qu'il est venu nous présenter. Alors je voudrais, avant qu'on puisse entamer, j'ose pas dire conversation, parce qu'on va garder ce terme de conversation pour cette conversation que vous avez eue avec ce métis du XVIe siècle, mais notre discussion, en vous présentant brièvement, simplement en donnant quelques éléments pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Évidemment, je ne peux pas tout mentionner ici. Je précise que vous êtes de formation archiviste paléographe, ce qui pourra avoir son intérêt par rapport à ces documents sur lesquels vous avez travaillé. Vous êtes docteur en histoire, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche émérite au CNRS. Alors vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, peut-être le nombre n'est pas exact, mais en tout cas dans ces eaux-là, sur l'histoire du Mexique, sur l'Amérique latine, sur le Nouveau Monde, sur la mondialisation ibérique, sur l'histoire globale. Je vais juste en citer deux ou trois, mais évidemment, voilà, vous aimez bien ces questions qui, à la fois, nous plongent dans le passé et nous invitent à réfléchir au présent. Alors, je mentionnerai juste peut-être deux ouvrages, et en particulier un, La pensée métisse de 1999, donc un ouvrage qui a maintenant une vingtaine d'années, et ça sera. Donc on voit que cette idée du métissage vous intéresse depuis longtemps, donc publié chez Fayard. Vous êtes déjà venu plusieurs fois à Blois présenter en particulier un ouvrage qui a reçu, je crois, le Grand Prix des rendez-vous d'histoire, c'est Les 4 parties du monde, histoire d'une mondialisation, qui place au cœur justement cette mondialisation ibérique du XVIe siècle, avec toutes les connexions, tous les liens qu'on peut y trouver. Alors, vous avez publié donc cette année, au début de l'année je crois, ce livre un petit peu inclassable, et on va revenir bien sûr sur cet ouvrage, Conversation avec un métis de la Nouvelle-Espagne, avec une magnifique ouverture, on pourra revenir d'ailleurs sur ces images, donc publié chez Fayard. Et je voudrais que vous nous disiez, pour commencer, Serge Klozinski, pourquoi vous écrivez ce livre maintenant? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Merci de l'invitation et de permettre de parler un petit peu de ce livre. Je pense qu'il y a deux raisons. Une raison, disons, intellectuelle, historique, scientifique. Moi, je travaille sur le XVIe siècle, et pour vous tous une période très lointaine, mais le XVIe siècle au Mexique, en Amérique, c'est la mondialisation. C'est la première fois qu'il y a des sociétés où vivent ensemble des Africains, des Amérindiens, des Asiatiques et des Européens. Et donc ce sont des sociétés où il y a des chocs entre ces mondes, et puis il y a des mélanges, des métissages. Donc je m'intéresse depuis très longtemps à la question du métissage, qui me paraît aujourd'hui, dans notre société française, une question fondamentale. Deuxièmement, ce qui m'intéressait, c'était de parler de la mondialisation, mais pas en termes globaux, généraux, qui finalement ne veulent pas dire grand-chose pour la plupart d'entre nous, mais plutôt me dire comment un individu au XVIe siècle a vécu un monde en continuelle expansion. C'est-à-dire quelqu'un qui habitait au Mexique, qui s'appelle Diego Muñoz Camargo, c'est-à-dire qui est le fils d'un conquistador. Donc le papa est espagnol, la mère est indienne, c'est un bâtard, les parents ne se sont pas mariés. Lui, il a vécu dans une ville de province, c'est pas Mexico, c'est Tlaxcala. Si vous avez visité le Mexique, c'est une très belle ville coloniale, c'est à plus de 100 km de Mexico. Et la question que je lui ai posée, comment lui percevait cette mondialisation, qu'est-ce qu'il en percevait, qu'est-ce qu'il en comprenait, comment il la vivait. Parce que c'est aussi une idée que j'ai dans ma tête, si vous voulez, c'est qu'on ne fait pas d'histoire du passé pour faire l'histoire du passé, on fait l'histoire du passé pour essayer, nous historiens, de nous apporter des petits éléments de compréhension pour le monde qui nous entoure. Parce que nous sommes des fonctionnaires de l'État, moi c'est comme ça que ça se passe en France, on a une responsabilité sociale, et je pense qu'on fait de l'histoire. Si on ne fait pas d'histoire comme ça, l'histoire est absolument, à mon avis, inutile. Alors ça, c'est la raison métissage,
vécu de la mondialisation, c'est la raison scientifique. Pire, une autre raison, ça fait 50 ans que je travaille sur le Mexique, je me suis dit, après tout, qu'est-ce que moi, historien, après 50 ans de familiarité avec ce monde mexicain, qu'est-ce que je suis capable de faire face à un individu? C'est-à-dire, jusqu'où je peux aller par rapport à un homme qui a vécu au XVIe siècle. Et j'ai eu l'idée de conversation parce que parallèlement avec ma demi-sœur, on écrit l'histoire de notre famille. On est au 2e tome qui va sortir en novembre, Livre Tropique, et le 1er tome, c'est Les enfants du château Vessier. On a essayé à travers de notre trajectoire expliquer ce qui s'est passé entre plus ou moins 1950 et aujourd'hui. Et dans ce livre, qui est en partie une histoire de famille, on a reconstitué des dialogues entre des gens, des parents à nous, côté de Corinne, de mon côté, qui n'existent plus. Donc on a inventé des dialogues, par exemple entre la mère de Corinne, entre ma mère. Et je me suis piqué au jeu parce que, évidemment, restituer ces dialogues, petit travail d'archéologie, ça donnait beaucoup plus de vie à cet ouvrage, cette mémoire familiale. Mais en même temps, je me suis dit, mais pourquoi pas faire la même chose avec un personnage historique? Et pourquoi pas, au lieu toujours de mettre entre le lecteur et les sources et le personnage historique, les interprétations, les commentaires, les explications, pourquoi ne pas permettre au lecteur d'écouter cette parole, qui est une parole, si vous avez la curiosité de lire le livre, est parfois très surprenante et très déconcertante aujourd'hui. Et donc, je me suis dit que j'avais là une forme que j'allais essayer. Et puis, à mon âge, on peut s'amuser aussi quand on écrit des livres. Je veux dire, je suis hors circuit, donc je n'ai plus à justifier ou à obtenir des avancements. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de construire un livre à partir des textes que lui a écrits. Parce que ces textes, en plus, sont en général des réponses à une immense enquête qu'avait lancée l'Empire espagnol dans les années 1580. L'Empire espagnol, qui est d'une extrême modernité, avait décidé d'enregistrer les ressources de l'Empire. C'est-à-dire un questionnaire, 220 questions, envoyées dans toute l'Amérique et aux Philippines, pour décrire tout. La géographie, l'histoire, les ressources, l'élevage, les habitudes des Indiens, les forteresses, les paysages, et énormément de gens, des Indiens, des Métis, des Espagnols, ont répondu à ces questionnaires. Et donc, la matière, pour que vous compreniez un petit peu cette cuisine historique, j'ai travaillé à partir de réponses à des questions. Et ces réponses à des questions, évidemment, m'ont facilité le travail, puisque je n'avais plus en quelque sorte, qu'à découper ces réponses, et puis à faire les questions, à retrouver les questions qu'on lui a posées. Et à partir de ça, j'ai essayé justement de construire ce dialogue entre moi et entre Diego Muñoz Camargo. Alors il y a aussi une autre raison que nous partageons tous. Je veux dire, moi j'ai vécu confiné, j'ai vu personne pendant des semaines. J'étais dans mon appartement, dans d'excellentes conditions de confort, mais j'étais absolument seul et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Et là, on sort du champ historique, évidemment, on n'est plus dans le champ scientifique rationnel, mais pour moi, c'était important d'essayer de cerner cette personne, de lui poser des questions, de l'écouter, d'écouter aussi ce qu'il ne me disait pas, parce que ça ne lui venait pas à l'esprit, ou parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à l'étranger, parce qu'il y a toujours de la political correctness quelque part. Et donc, ça aussi, si vous voulez, c'est une des raisons de l'écriture de ce livre, c'est-à-dire ce face-à-face. J'ai dialogué avec cet homme du XVIe siècle, et j'ai essayé de voir justement, avec toutes les connaissances que j'ai pu accumuler, jusqu'où je pouvais aller. Marguerite Yourcenar m'a aussi beaucoup inspiré. Elle a une expression, l'homme intérieur. Jusqu'où on peut aller à l'intérieur de quelqu'un. Et en comparant les réponses, en utilisant tous ces sexes, on voit petit à petit apparaître ce personnage qui est à la fois un Indien par sa mère, qui est un Espagnol par son père, qui est un homme extrêmement cultivé, un homme qui cite Platon. C'est un homme de l'humanisme et en même temps, c'est un homme d'affaires. Lui et son frère, qui était aussi un métis, ont mis la main sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la chaîne alimentaire. C'était des très gros éleveurs de bovins et d'ovins. Ils ont acheté des mines de sel, parce qu'à l'époque on n'a pas de frigidaire, donc quand
on produit de la viande, il faut la conserver, et on a besoin de sel. Et en plus, ils étaient les administrateurs des abattoirs de cette ville de Tlaxcala. C'est-à-dire qu'ils produisaient la viande, ils la salaient et ils la vendaient. Donc c'est en même temps un entrepreneur et qui vit dans cette société absolument nouvelle qui, dirait M. Éric Zemmour, qui remplace la société indigène, c'est-à-dire la société coloniale. Et donc sa vision me paraissait extrêmement intéressante. On va essayer de voir petit à petit comment lui se construisait ce qui nous manque souvent aujourd'hui, des repères. Comment, dans quel monde il se trouvait tout à coup, qui est un monde qui n'était plus Tlaxcala, qui n'est même pas le Mexique, et on s'aperçoit quand on le lit que son monde va de la Chine jusqu'à l'Espagne. Alors Serge Osinski, on va revenir sur ces aspects, et notamment sur les questions que vous lui posez et auxquelles il ne répond pas. Moi, je mets à la place des historiens qui sont nombreux ici à Blois, qui pourraient être inquiets par cette démarche-là. Vous parlez d'audace et vous parlez aussi vous dites que l'historien est plus contraint que le romancier. Donc, quels sont, si on s'intéresse peut-être à la manière dont vous avez agencé ces réponses à ces questions, quels ont été vos garde-fous pour éviter de faire parler au travers de Diego Muñoz Camargo, de vous faire parler vous et pas lui. Quels ont été vos garde-fous? Le premier, c'est évident, c'est d'avoir son texte, c'est-à-dire de l'écouter. Et puis ensuite, après, évidemment, j'interviens comme historien, parce que c'est un personnage, c'est un monde qui est, pour nous tous, la plupart d'entre nous, extrêmement lointain, absolument exotique. Donc il faut expliquer où on se trouve. Il faut expliquer quand on se trouve. Et puis aussi, il faut expliquer, il faut partager avec le lecteur, expliquer les moments où, visiblement, il préfère rester silencieux. On a beaucoup de peine à savoir, à avoir de sa part un jugement sur le système colonial. Justement parce ce que notre cher président appellerait, c'est un premier de cordée. Mais c'est un métis en même temps. Et c'est ça qui est important, je veux dire. C'est quelqu'un qui fait partie de la construction de ces sociétés coloniales et donc qui parle, mais comme je suis historien de cette période, je connais d'autres témoignages et je peux confronter à d'autres témoignages, évidemment, pour savoir à la fois ce qu'il nous apprend d'original, ce qu'il n'a pas vu et ce qu'il ne pouvait pas voir à l'époque, et puis aussi ce dont il n'avait vraiment pas envie de parler, parce que je vous ai dit que les sources, ce sont ces réponses à ce questionnaire envoyé par la bureaucratie espagnole. Pensez bien que ce qu'il a écrit était envoyé à Madrid, à Philippe II. Donc il y avait un certain nombre de choses qu'on dit au maître de l'Empire et d'autres choses qu'on ne va surtout pas évoquer devant lui. Alors on reviendra justement sur ces silences et ces aspects-là. Est-ce que, vous parliez de Marguerite Yourcenar tout à l'heure, est-ce que vous avez connaissance de précédents d'historiens qui ont comme ça imaginé un dialogue en prenant des réponses et en insérant des questions? Est-ce que vous avez été inspiré par d'autres choses? Alors non, c'est le livre, ceux qui aiment Marguerite Yourcenar et qui ont lu l'œuvre noire, c'est pas les romans, il y a les mémoires d'Adrien aussi, c'est plutôt les commentaires. Si vous regardez, vous avez l'édition de la Pléiade, elle explique comment elle fait. Et dans Zénon, elle a créé un personnage du XVIe siècle qui circule, qui est contemporain de Diego Muñoz Camargo. Elle a fait tout un travail, évidemment, à la fois de fiction, et en même temps, elle s'est énormément documentée pour essayer de retrouver non seulement ce que pouvait être un homme comme Zénon au XVIe siècle, mais aussi la façon dont il parlait, quel type de langue il parlait. Et donc, c'est en la lisant, parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire de la littérature, que j'ai puisé des inspirations. Évidemment, ce livre n'est pas un roman et je n'ai pas la prétention d'arriver à la hauteur de Marguerite Yourcenar, mais elle dit des choses qui serviraient à beaucoup d'historiens. Alors, la démarche est critiquable, mais quand on fait des livres d'histoire aujourd'hui, c'est pour être lu, je veux dire, et pas uniquement par des universitaires. Et donc, il y a aussi la nécessité de trouver un moyen d'arriver à vous tous, à ceux qui font encore l'effort de lire des livres. Et donc, ça a été une des raisons. Des modèles historiques, non, j'en ai pas vraiment trouvé, à tel point que ma maison d'édition se dit qu'après tout, on pourrait écrire des biographies comme ça. C'est-à-dire, on pourrait, sur beaucoup de personnages, finalement,
au lieu de laisser, si vous voulez, quand on écrit un livre d'histoire, l'historien pose des questions à ces personnages. Simplement, ça n'apparaît plus. Là, mes questions apparaissent avec toutes leurs limites, avec leur aveuglement aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses que moi je ne vois pas, que lui voit, mais cette façon de construire, évidemment, présente des risques. Maintenant, écrire un livre d'histoire sans prendre de risques, c'est tout de même extrêmement ennuyeux. Et on vit dans un monde de plus en plus ennuyeux qui prend de moins en moins de risques. D'où ce pari, et puis cette impression étrange de finir, mais ça tient beaucoup à la pandémie, au confinement, après avoir passé des mois avec le personnage, de le connaître assez bien. C'est tout de même un peu bizarre pour quelqu'un, pas simplement parce qu'il a vécu au XVIe siècle, hein. C'est pas quelqu'un comme Montaigne, c'est en même temps quelqu'un qui dit toujours « moi, né au Nouveau Monde », c'est un Américain. Un Américain du XVIe siècle, l'un des premiers Américains du XVIe siècle. Américain au sens où il est né, évidemment, là-bas, où il est à la fois indien et espagnol. Alors, justement, j'aimerais que vous commenciez à nous parler de ce personnage, Diego Muñoz Camargo. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est son parcours, quelle éducation? Vous avez évoqué un petit peu son éducation. Qu'en est-il de ce personnage-là? En quoi est-il un Américain, finalement? Alors, il est né vers 1530 à peu près. Son père était un conquistador. Et sa mère est une indienne. Je ne sais pas qui c'est. Probablement, elle n'appartenait pas à la noblesse indigène et il n'en parle jamais. De même qu'il ne parle jamais de son père. Ça, pour nous, c'est tout de même intéressant. Il va être élevé à Mexico. À Mexico, il va être élevé par les franciscains, où il va recevoir, comme d'autres Indiens, une éducation privilégiée, puisque on ne le sait pas aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose dont on aime parler, mais l'aristocratie indigène écrivait, parlait le latin au XVIe siècle, et on a des sources à ce propos, et il a donc une culture. Il a une culture humaniste, c'est-à-dire qu'il connaît le latin. C'est quelqu'un qui connaît les auteurs grecs, et ça, il l'a appris dans son adolescence. Ensuite, il était né à Tlaxcala, il a fait ses études à Mexico, il est rentré à Tlaxcala, et il est devenu l'interprète de la municipalité de Tlaxcala. Tlaxcala, c'est une ville indienne qui a un statut très particulier. Les Tlaxcaltèques, il y a 500 ans, ont aidé les Espagnols à faire la conquête du Mexique. Ce sont donc, c'est la partie des Indiens, hein, il faut toujours se rappeler que la conquête du Mexique n'a pas été faite par les Espagnols, mais par les Indiens. La majorité des populations indigènes ont utilisé comme mercenaires les conquistadors pour se défaire de ce qu'on appelle les Aztèques, les Mexicas. Donc lui, il est lié par sa mère à cette ville de Tlaxcala, et il est né à Tlaxcala, et il va, vu sa position, puisque c'est quelqu'un qui manie aussi bien l'espagnol que le latin, que la langue nahuatl, qui est la langue de Tlaxcala, comme la langue des Aztèques, il va travailler comme fonctionnaire, comme interprète de la municipalité, comme interprète du représentant du roi, qui est l'alcalde mayor, et c'est à ce titre qu'il va s'intégrer dans les réseaux, dans les élites dominantes de cette ville de province. Les élites dominantes, c'est qui? C'est la noblesse indigène, ce sont les fonctionnaires royaux, espagnols, et ce sont les moines, les franciscains. Et c'est dans ce monde qu'il va évoluer, en utilisant sa connaissance à travers sa famille indienne parfaite de la langue et ses liens avec le monde, l'aristocratie indigène, en utilisant à travers ses frères bâtards, son père, les relations avec l'élite coloniale espagnole. C'est comme ça qu'il va se construire. Alors se construire, c'est à la fois se construire financièrement, puisque j'ai esquissé son profil, c'est un homme d'affaires, c'est un homme extrêmement cultivé, et c'est un homme en même temps qui est indispensable. Parce qu'il va à la fois, parce qu'il écrit, conserver la mémoire indigène, et ce qu'il raconte sur le passé préhispanique est absolument fabuleux.
parce qu'il connaît très bien la langue, parce qu'il a des tas de copains, d'amis au milieu de ces aristocrates, donc il recueille tout le passé, mais c'est quelqu'un aussi qui circule d'une façon extrêmement assez stupéfiante dans toute cette société coloniale. Hein, il faut imaginer quelqu'un qui est à la fois spécialiste du monde préhispanique, de ses mythes, de sa culture, de sa religion, mais en même temps qui est très curieux des choses du Pacifique. Il a des relations avec des pilotes qui sont les spécialistes à l'époque de la traversée de l'océan Pacifique. La traversée de l'océan Pacifique, c'est un but majeur pour le Mexique et pour le Pérou. Il faut à tout prix arriver aux Moluques à cause des épices et en Chine, parce que la Chine, c'est à l'époque déjà la plus grande puissance matérielle économique du monde. Et donc, c'est ça qui me paraît intéressant, c'est cette ouverture à la fois sur le local, hein, pour employer le jargon que nous employons actuellement, c'est-à-dire l'histoire locale, l'histoire de Tlaxcala, de la fondation de Tlaxcala, le monde préhispanique, les codex, les sacrifices humains, tout cela, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a les yeux rivés sur les Philippines et sur la Chine, et qui est passionné justement par les progrès de la navigation et qui l'exprime. Il dit par exemple, dans une des questions que je pose, qu'aujourd'hui, on peut aller dans n'importe quelle partie du monde. C'est ça la mondialisation. Et cet homme qui est à Tlaxcala, si vous connaissez le Mexique, c'est une ville à l'intérieur du Mexique, c'est très loin de la mer, je veux dire, on est très loin des ports. Pour lui, c'est une évidence que quand on appartient à ce monde espagnol, eh bien, on peut aller n'importe où pourvu qu'on ait un bateau. Et là, c'est évidemment une rupture fabuleuse avec le monde du Moyen-Âge, puisque même dans l'esprit de ces acteurs, même en Amérique, on sait qu'on peut aussi bien se retrouver en Espagne que de se retrouver dans les Moluques, que de se retrouver même en Inde, puisqu'il va raconter l'histoire sur laquelle on reviendra peut-être d'un groupe d'Espagnols du Mexique qui ont traversé le Pacifique et sont arrivés à Goa, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait à l'époque l'Inde portugaise, l'Inde des Portugais, et qui vont revenir en Espagne en contournant l'Afrique. Cette possibilité de circulation, cette mobilité, c'est quelque chose qui fait partie de sa perception dont je parlais tout à l'heure, de son vécu de la mondialisation. C'est-à-dire, il sait qu'on peut aller partout, que c'est parfaitement possible et que plus aucun obstacle ne peut s'opposer à cette expansion ibérique, qu'elle soit espagnole ou portugaise. Oui, il y a ce périple du gingembre dont vous parlez, qu'il évoque lui-même, je crois, hein, ou que vous évoquez, je ne sais plus, mais qui raconte voilà, la circulation des hommes à travers cette circulation du gingembre entre l'Asie, l'Amérique et oui, l'Europe. C'est la circulation d'un produit. Lui, c'est un homme d'affaires, donc ça l'intéresse beaucoup. Et il raconte une expédition. Après la conquête du Mexique, l'obsession des Espagnols, c'est d'arriver aux Philippines et d'arriver en Chine. Alors on fait des traversées, on n'arrive jamais à revenir. C'est très difficile, la route de retour. On finit par découvrir la route de retour. Et une des expéditions, au lieu de rentrer sur le Mexique, donc retraverser à nouveau le Pacifique, va continuer vers l'océan Indien et va arriver à Goa. À Goa, ils vont trouver le gingembre, ils vont voler les graines, évidemment, c'est le piratage qui commence à l'époque. Le gingembre, ils vont l'amener en Espagne, puis l'amener à Saint-Domingue, puis le faire pousser au Mexique, pour ensuite, à partir de cette culture au Mexique à Saint-Domingue, l'expédier vers l'Espagne. Alors apparemment c'est une anecdote, mais vous voyez comment dans la tête de ce type, un produit on fait le tour du monde. Puisqu'on part du Mexique, on arrive à Goa on va aller en Espagne, puis on arrive dans les Caraïbes, on arrive au Mexique, et on revient, on expédie le produit qu'on a acclimaté en Amérique, produit qu'on a fait venir d'Asie, et c'est ça les nouvelles possibilités de l'époque, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, si vous voulez, parce que ce qui nous apparaît aujourd'hui comme la mondialisation, etc., comme une chose totalement nouvelle, évidemment est nouvelle parce qu'on vit dans un petit hexagone fermé qui s'appelle la France, mais pour les gens du Mexique ou du Pérou, c'était une réalité beaucoup plus quotidienne, je veux dire, c'était préoccupation. Et là, vous avez le cas de cet homme, de ce métis, qui pense beaucoup en termes d'affaires, hein, je veux dire, c'est pas un saint, je veux dire, ce qui compte pour lui, c'est faire de l'argent, et qui se dit tout de suite, ah là, il y a une source de profit. Mais dans sa manière de concevoir le marché, c'est une manière déjà planétaire, c'est-à-dire
finalement, des gens du Mexique vont aller chercher en Inde un produit qu'on va acclimater dans les Caraïbes pour ensuite le distribuer en Europe. C'est ça, c'est cette espèce de géographie mentale qui est tout à fait nouvelle et qui est passionnante à étudier parce qu'il en parle, parce qu'il explique comment lui et pourquoi lui s'intéresse à ces choses, tout en s'intéressant à beaucoup d'autres d'ailleurs. Alors, vous avez parlé de sa naissance, de ses origines. Est-ce que ça veut dire que l'origine ethnique n'a pas d'importance dans ce monde tel que celui de Tlaxcala au XVIe siècle? Est-ce que c'est un facteur qui n'est pas pris en compte dans vous parliez des élites de Tlaxcala, alors j'imagine que c'est aussi qu'elles sont conservées telles quelles parce qu'elles ont joué un rôle dans la conquête, mais est-ce que c'est un facteur qui ne rentre pas en compte pour son ascension ou pour son rôle? Alors c'est un facteur qui apparaît, alors c'est ça aussi, parce que c'est un métis. Et c'est quelqu'un qui ne dit jamais qu'il est métis. Et ça aussi pour nous c'est intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se connecte avec le monde indigène ou avec le monde espagnol. C'est-à-dire qu'il vit entièrement sur deux mondes et qui ne s'identifie jamais comme métis. Alors, pourquoi la catégorie ethnique n'est pas si importante? Ce qui compte, c'est les relations sociales. Et donc, vous pouvez être métis, mais si votre papa est conquistador et si à travers votre mère, vous avez une relation avec une aristocratie indigène locale, voilà ce qui compte. Et ça, c'est très fort dans ce Mexique du XVIe siècle. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un racisme très fort contre les Indiens, mais c'est les Indiens du 93, évidemment. Ce n'est pas les Indiens qu'on voit à la télévision. Je caricature, mais on n'imagine pas, à cause du torrent de publications qu'il y a dans certaines parties du monde sur la conquête du Mexique, mais jusque dans les années 1560, les Indiens de la ville de Mexico étaient dirigés par le descendant de l'empereur Moctezuma, c'est-à-dire les aristocraties indigènes sont restées en place pendant tout le XVIe et XVIIe siècle. Elles étaient riches, elles étaient nobles, alors que les conquistadors n'étaient pas nobles, et ce qui fait que cette société est extrêmement complexe. C'est le réseau, ce qu'on appelle dans un jargon sociologique, le réseau d'interconnaissance, c'est-à-dire qui vous connaissez, qui compte. Ce n'est pas la couleur de votre peau qui est jamais prise en compte, et ce n'est pas non plus votre fait d'être métis ou indien ou espagnol. Un pauvre espagnol, c'est un pauvre espagnol. Un indien riche, c'est quelqu'un qui, par exemple, va se payer le voyage à Madrid pour régler les affaires de la famille. Et qui sera traité parce qu'on est dans des sociétés qui ont des préjugés, mais qui ne sont pas les préjugés déjà du XVIIIe ou du XIXe siècle, où le préjugé social est extrêmement important. Ce qui compte, c'est d'être noble. C'est d'être fils de quelqu'un. Que vous soyez un noble indigène ou un noble espagnol, c'est la même chose. Et ça, c'est très important pour comprendre ces sociétés coloniales et la différence avec notre monde à nous. Le fait d'être, on dit en espagnol, hijo d'algo, fils de quelqu'un. Et on dira pipiltin en nahuatl, la même chose, être fils de quelqu'un. Si vous êtes fils de quelqu'un, c'est-à-dire espagnol ou indien, vous êtes dans le haut de la société coloniale. Et ces nobles indigènes sont les premiers à acclimater les plantes, à faire de l'élevage, c'est-à-dire à prospérer énormément dans cette société coloniale. Ils ont perdu évidemment l'autonomie politique qu'ils avaient, mais ils la compensent sous d'autres aspects. Et surtout, ce sont des gens qui, très vite, ont compris qu'ils faisaient partie d'un empire et on a des correspondances, justement, entre des Indiens qui sont en Espagne, des Indiens qui sont au Mexique et qui se rendent compte, évidemment, progressivement, que le monde, ça n'est pas le centre du Mexique, ça n'est même pas l'Amérique telle qu'on la connaît, l'Amérique centrale ou l'Amérique du Nord, que le monde dans lequel ils vivent est colossal. Et là encore, on a cette formidable mobilité que donne le bateau, qui permet d'aller n'importe où et de vaincre tous les obstacles. Et ça, c'est aussi cette révolution qu'on vit dans ce XVIe siècle que j'appelle ibérique, parce que c'est vraiment un XVIe siècle dominé par les Portugais et les Espagnols. Oui, à un moment donné où Philippe II est à la fois souverain en Espagne et au Portugal sur cette période-là. Et à Lille. Et aussi voilà, en Flandre. Et à Lille, oui. L'héritage bourguignon. Donc je note que l'origine ethnique compte peu, mais la naissance a quand même son importance. Alors vous nous disiez que je vais faire comme vous, je vais l'appeler Diego. À un moment donné, on
bien familier avec ce personnage-là, donc je vous propose qu'on l'appelle ainsi. Vous dites qu'il est interprète, donc il est maître en oralité, il est capable d'interpréter aussi ces choses-là, mais il a aussi quelque chose dans l'interprétation des images. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, sur le rôle que peuvent jouer ces images? Alors, il y en a une qui est en couverture, mais qui était dans sa relation. Mais est-ce que, en quoi c'est important aussi d'être capable, pour un homme tel que lui, de décrypter les images pour les autorités espagnoles? Alors lui, quand il travaille sur le monde préhispanique, donc sur l'histoire avant la conquête espagnole, il travaille à partir de ce qu'on appelle des codex. Les codex, ce sont des manuscrits, des peintures, on disait en espagnol pintura, des peintures. C'est-à-dire pour nous des images. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a à la fois des images, il y a à la fois ce qu'on appelle des glyphes, c'est-à-dire des symboles qui désignent des personnages, qui désignent des villes. C'est-à-dire que les Indiens considèrent, et on considère à l'époque que les Indiens ont des livres, sauf qu'ils n'utilisent pas l'écriture alphabétique. Et les Indiens valorisent extrêmement le visuel, parce que ces codex ont une dimension visuelle extrêmement forte, et cette dimension, évidemment, impressionnait énormément les Européens. Parce que si vous êtes devant un texte chinois, bon, ces textes chinois, on ne comprend rien. Quand vous êtes devant ce type de texte avec ces images, les images parlent tout de suite. Même à un niveau beaucoup plus, je dirais pas prosaïque, mais concret et utile, je veux dire, j'ai souvent fait des conférences dans des collèges, dans des lycées, même dans des écoles primaires, avec ces images. Parce que ça permet aux gosses tout de suite de voir quelque chose d'indien. Alors après, il faut expliquer les images. Et lui, il est interprète, et à la fois, interprète, ça veut dire traducteur, mais ça veut dire aussi quelqu'un qui interprète les images, qui vous dit ce qu'il y a sur les images et qui vous les explique. Donc, il a à la fois la capacité de décoder le langage préhispanique, et en même temps, comme interprète, il est interprète auprès d'une municipalité, c'est-à-dire il doit connaître à fond le droit espagnol. C'est le droit colonial, c'est le nouveau droit. Donc, c'est pas simplement un traducteur, vous comprenez, c'est un traducteur qui doit, dans son vocabulaire, faire passer toute une série de catégories juridiques qui sont des catégories nouvelles qui viennent du monde espagnol, du monde castillan, dans la langue des Indiens, dans la langue nahuatl. Et qui doit aussi, dans l'autre sens, expliquer ce qu'étaient les catégories juridiques des Indiens à l'interlocuteur espagnol. Et donc, il y a cette fonction d'interprète, elle est multiple, elle est linguistique, bien entendu, mais elle est aussi le décodage des codex, mais elle est aussi l'habileté de quelqu'un qui connaît les deux systèmes de loi, les deux systèmes juridiques, et c'est aussi, évidemment, quelqu'un de diplomate, un interprète, doit faire en sorte que ce que dit les Indiens ne blessent pas les Espagnols, et réciproquement. C'est-à-dire, il a un rôle considérable qui est beaucoup plus que celle d'un simple interprète contemporain. C'est vraiment quelqu'un qui traduit politiquement dans le monde indigène la réalité coloniale et qui traduit le monde indigène pour les Espagnols dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce rôle de médiation qui lui donne un pouvoir considérable, évidemment. Parce que sur le plan des affaires, il peut faire des affaires aussi bien avec des conquistadors qu'avec des nobles indigènes, monter des entreprises d'élevage, etc., de commerce, d'importation. Et en même temps, la connaissance qu'il a du monde préhispanique fait qu'il est très respecté de cette aristocratie indienne, puisque c'est lui, en quelque sorte, qui légitime les prétentions de cette noblesse en racontant les prouesses des ancêtres qu'il a mis par écrit et donc qui sont conservés jusqu'à nous. En vous écoutant, je me dis que le terme de fixeur, peut-être qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, pourrait en partie lui correspondre. Exactement. Et là, il y a un travail de sauvegarde d'une mémoire indigène qui est fondamental. Parce que cette mémoire indigène est transvasée, est transcrite dans l'écriture alphabétique, et elle est conservée sur le papier. Alors évidemment, ce n'est pas toute la mémoire indigène, mais dans l'Europe du XVIe siècle, c'est la même chose. C'est la mémoire des nobles, c'est la mémoire des élites, pas la mémoire du peuple. Et lui est extrêmement raciste par rapport à ce peuple indigène, par rapport à ce qu'on appelle les Passequales.
lui s'identifie évidemment avec les gens d'en haut. Et c'est avec ce monde c'est dans ce monde qu'il gravite, c'est dans ce monde justement qu'il réfléchit et qu'il se situe. J'insiste beaucoup sur cette coupure que partage le monde indigène et le monde espagnol, les nobles et le reste. Le reste, il peut périr dans les épidémies. Quand vous travaillez sur les épidémies au Mexique au XVIe siècle, vous voyez qu'il se passe un petit peu ce qui s'est passé avec le Covid. Qui est-ce qui est mort du Covid? Les gens de la Seine-Saint-Denis et de 93. Pas les gens de mon quartier, qui est le 15e arrondissement, ni du 16e. Bon, dans le Mexique du XVIe siècle, ce n'est pas les aristocrates indigènes qui meurent des épidémies. C'est la main-d'œuvre qui est exploitée, qui est esclavisée. Ce sont les pauvres qui meurent. Et ça, on l'oublie souvent quand on parle des ravages des épidémies dans le Mexique du XVIe siècle ou au Pérou. Je veux dire, il y a une différence sociale qui existe, qui a existé, qui continue d'exister. Il y a des gens qui ont des systèmes de défense immunitaire et surtout des ressources matérielles qui leur permettent de résister. Il y en a d'autres qui sont en bas du panier et qui, évidemment, sont beaucoup plus facilement fauchés par les épidémies qui se sont reproduites à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans le Mexique du XVIe siècle et dont lui-même évoque à plusieurs reprises. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de son récit et de ce qui peut, compte tenu de tout ce qu'on sait maintenant de cet homme-là, de ce qui peut constituer éventuellement des impensés, des contradictions, des apories de son récit. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple justement d'un aspect peut-être de la conquête, je pense en particulier au massacre de Cholula, auquel vous consacrez de nombreuses pages, qui nous permettent de comprendre que par sa position, effectivement, il ne peut pas tout dire, ou il va le dire d'une certaine manière. Alors, je vous rappelle, le massacre de Cholula, c'est un épisode de la conquête de Hernán Cortés, c'est-à-dire à un certain moment, l'histoire est assez confuse parce qu'on a beaucoup de témoignages contradictoires. Les Espagnols ont pratiqué le massacre préventif, comme nous l'avons fait beaucoup en Algérie d'ailleurs, au XIXe siècle, durant la colonisation de l'Algérie. Donc, ils ont eu peur d'être massacrés par les Indiens, donc ils les ont massacrés. Le massacre préventif, c'est un élément extrêmement important qui a été répercuté par Las Casas, par ce qu'on appelle la légende noire, et ce qui fait qu'on a une vision extrêmement noire et tragique de la conquête espagnole du Mexique. Donc, il y a cet événement. Or, dans le massacre de Cholula, il y a évidemment des Indiens qui étaient considérés comme des ennemis par les conquistadors, mais aux côtés des conquistadors, il y a les gens de Tlaxcala, les gens pour lesquels travaillent, avec lesquels s'identifie Diego Muñoz Camargo. Alors évidemment, lui va, pour des raisons que nous comprenons, puisqu'il défend les intérêts de cette aristocratie, il est extrêmement lié, et il ne faut pas oublier, ça n'apparaît pas toujours dans les sources, mais enfin, je veux dire, le rapport de copinage, je veux dire, on voit les gens à la municipalité, on voit les gens dans les réceptions, on fait des affaires ensemble, donc on ne va tout de même pas raconter sur des événements qui se sont passés en 1519, c'est-à-dire à peu près 60 ans, 70 ans auparavant, on ne va pas dire des choses désagréables pour les amis tlaxcaltèques. Donc évidemment, il reprend la version des Tlaxcaltèques, les Tlaxcaltèques disant attention, les Espagnols n'ont massacré personne, en fin de compte c'était les Indiens qui se sont suicidés, jetés des pyramides, donc ils se sont tués tout seuls, et puis de toute façon, si ces gens-là ont été massacrés, c'est parce qu'ils avaient été très méchants avec notre ambassadeur Tlaxcaltèque, ils l'avaient capturé et en fait ils l'ont écorché vif. Donc crime abominable, vengé par ce massacre nécessaire. Et là, on sent évidemment le personnage qui, pour des raisons sociales, des raisons d'amitié, de relations, évidemment, valide une version qui est en même temps la version officielle espagnole. Et il n'oublie pas qu'il écrit des documents qu'il va remettre finalement, parce qu'il fera le voyage en Espagne, il va remettre à Philippe II. Donc, on ne sait pas, c'est là, pour répondre à ta question, on ne sait pas exactement ce qu'il pense, il devait savoir exactement ce qui s'est passé. Et on sait que c'est un massacre préventif. Mais évidemment, il construit une mémoire qui à la fois puisse satisfaire les Espagnols, puisque, après tout, c'est la faute des gens de Cholula, c'est pas la faute des Espagnols, et deuxièmement, c'est une mémoire qui sauvegarde la mémoire locale des Tlaxcaltèques, qui
qui ont été finalement grande partie des bouchers de ce massacre de Cholula. Donc c'est là où on voit, où on peut rentrer dans, je dirais pas la complexité du personnage, il se comporte comme nous tous, je veux dire, on renvoie des ascenseurs sans arrêt, je veux dire, il renvoie l'ascenseur et puis il sait très bien qu'il n'a pas intérêt à aller contre cette société coloniale, qui est une société qui s'est, on est en 1580, 60 ans après la conquête, tout ça est lointain et le monde colonial s'est installé de manière définitive. Donc là, c'est un des nombreux exemples où on sent qu'il dit ce qu'il faut dire, il écrit ce que l'on doit écrire à l'époque. Oui, et puis n'oublions pas qu'il écrit sur commande et que son rapport est destiné à être lu. Il est d'ailleurs allé lui-même le remettre en main propre, c'est ça, à Philippe II. Est-ce qu'il a interagi? Est-ce qu'il a pu échanger? Est-ce qu'on sait un petit peu comment s'est passé ce séjour en Espagne? Alors, les Indiens de Tlaxcala envoyaient régulièrement des ambassades de la municipalité à Madrid. Ça peut paraître surprenant, mais il y a 5 ou 6 ambassades au XVIe siècle. Quand les gens de Tlaxcala avaient des problèmes avec l'administration à Mexico, ils allaient directement à Madrid régler leurs affaires. Et ça, on l'imagine aussi difficilement. Parce que aller en Espagne, ça voulait dire voyage par bateau, très cher. Ça voulait dire qu'il fallait survivre en Espagne pendant des mois. En Espagne, il fallait payer les avocats, puisqu'on rentre dans procédure bureaucratique. En Espagne, ça veut dire qu'il fallait avoir des amis, des copains, pour pouvoir... des gens avec qui on passait 6 mois, 2 mois, parfois 2 ans. Donc, c'est extrêmement lourd. Or, ça aussi, c'est quelque chose qui a trait à, quand je parle de mondialisation. Des gens de ce bled perdu qu'est Tlaxcala, donc certainement la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler, savent que quand il faut régler un problème et qu'on ne le règle pas à Mexico, eh bien on ira le régler à Madrid, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une dimension si vous voulez, l'action administrative prend des dimensions planétaires. Et ça, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. Et révolutionnaire jusqu'à maintenant. Et lui va accompagner, évidemment c'est un interprète, il va accompagner l'ambassade, c'est-à-dire il y a 4 personnages très importants de Tlaxcala, il les accompagne, et c'est lui qui va remettre dans les mains de Philippe II, répondre aux questions de Philippe II, qui est très curieux, évidemment de son empire, et il va, dit-on, à plusieurs reprises, s'entretenir avec Philippe II. C'est-à-dire, il va avoir, cet homme qui est de Tlaxcala va tout à coup se trouver devant Xi Jinping ou Biden, si vous voulez. C'est-à-dire la tête de l'empire dans lequel il vit. Et ce moment glorieux pour lui est en même temps, parce qu'on est tout de même, il y a une réalité matérielle, une réalité coloniale, il y a ce monde de la bureaucratie et de la corruption. Il y a une anecdote qui est tout de même assez amusante. Pour payer le voyage des ambassadeurs tlaxcaltèques, ça coûte cher, je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a levé un impôt sur la population de Tlaxcala, c'est-à-dire on a demandé aux pauvres de payer le voyage. Et l'ambassade a passé 2 ou 3 ans en Espagne, ils sont rentrés, et puis 5 ans plus tard, l'audience de Mexico, l'administration centrale de la colonie, s'est rendu compte que les gens de Tlaxcala et Muñoz Camaro continuaient à percevoir l'impôt. C'est-à-dire que les pauvres Tlaxcaltèques, le peuple, continuait à payer pour un voyage qui était déjà terminé depuis longtemps. Et ça, on le voit aussi dans les archives, et c'est passionnant, parce que c'est l'autre aspect, si vous voulez. Il y a un aspect glorieux de ce métis devant le roi Philippe II, et puis derrière, il y a cet aspect sordide de gens qui font de l'argent avec tout. Et ça, c'est la colonie. Et c'est simplement pour vous dire qu'on ne peut pas résumer l'histoire coloniale à un affrontement entre Espagnols et Indiens. Ces gens qui ont instauré l'impôt, ce sont des Indiens. Cet homme qui a collaboré pour qu'on continue à payer l'impôt, c'est un métis, je veux dire. Tout ça se fait dans cette nouvelle société coloniale où il y a des nouvelles élites et qui non seulement s'intègrent parfaitement, mais utilisent
je dirais, les nouveaux rouages que permet le système occidental, c'est-à-dire quand il y a une bureaucratie, et ça malheureusement c'est très vrai de beaucoup de pays, en particulier l'Amérique latine, il y a la corruption. Bureaucratie, corruption. Et là, évidemment, la bureaucratie s'est installée et immédiatement, ils se sont arrangés pour tirer le maximum de profit de cette situation. Et il y a donc eu une enquête, et comme beaucoup d'enquêtes, heureusement, on a fini par étouffer l'affaire, parce que mon cher Diego et son demi-frère et les nobles de Tlaxcala auraient dû finir en prison. Pas le droit, évidemment, de lever des impôts et de cette manière aussi indue, aussi scandaleuse. Mais ce sont des gens, encore une fois, qui appartiennent au haut du palier, et donc on a enterré l'affaire. Heureusement, on a le début du procès, mais on sait que rien ne s'est passé parce qu'on ne touche pas à ces gens-là. Alors avant de pouvoir donner la parole à la salle, je voudrais juste évoquer un dernier point avec vous, c'est la question de la religion. Vous avez dit qu'il a reçu une éducation religieuse, les franciscains jouent un rôle très important, et il lui arrive sans doute de parler aussi de la religion des Indiens. Donc est-ce que c'est pas un terrain où là c'est encore plus compliqué pour lui d'être clair, ou en tout cas de ne pas donner un jugement? Alors, il faut essayer de se remettre dans sa peau. Il est dans un milieu qui est dominé par une aristocratie indigène. Cette aristocratie indigène tire sa légitimité de l'époque préhispanique, puisque ce sont les descendants des conquérants de la région, et ces conquérants ont une mémoire qui est extrêmement riche, qui est extrêmement précise, et qui repose sur une histoire dans laquelle interviennent continuellement les divinités préhispaniques. Et là, son texte est passionnant, extrêmement ambigu, parce qu'il est lui-même évidemment chrétien, profondément chrétien, etc., mais il ne met jamais en cause l'existence de ces divinités préhispaniques. Et il essaie de dédiaboliser au maximum ce monde préhispanique. Il est face à des aristocrates, la légitimité de ces aristocrates est liée à ce paganisme. S'il détruit ce paganisme, la légitimité de ces aristocrates qui se rattachent à des divinités s'effondre. Et donc, il est un petit peu dans la position qui est pour nous très exotique, mais des chroniqueurs français ou des chroniqueurs européens du XVIe siècle, qui faisaient remonter, ou en Italie, de grandes familles, à des dieux de l'Antiquité. Donc il y a un statut très ambigu de ce monde, de ce paganisme antique, qui est considéré évidemment comme faux, mais en même temps comme réel, comme existant. C'est-à-dire, ces divinités sont intervenues dans cette histoire. C'est grâce à elles que ces familles puissantes sont arrivées au pouvoir, et là on le voit véritablement jouer entre deux mondes. Et il a appris à jouer entre deux mondes. Je reviens sur cette question de la Renaissance. Parce que dans la Renaissance, évidemment, on est absolument chrétien, et en même temps, beaucoup de gens croient que les dieux d'Antiquité, aujourd'hui, sont morts, mais ont existé. C'est-à-dire, il y a cette immense ambiguïté dans le monde de la Renaissance par rapport au patrimoine antique. C'est-à-dire, on ne peut pas nier l'existence de ces divinités. On fait des tableaux, pensez aux tableaux du Titien sur les mythologies, pensez à la part aux collections de statues antiques qu'avaient les papes, de divinités, etc. Donc, il arrive à vivre avec un monde chrétien et en même temps à cautionner, et non seulement à cautionner, mais par les fixeurs, à sauvegarder toute cette mémoire qui est une histoire, en fait, qui a été voulue par ces dieux préhispaniques, et les dieux préhispaniques jouant le rôle de guide pour ces populations, d'appui dans des combats, et c'est là où on sent son ambivalence et en même temps sa richesse. Cette façon d'être chrétien sans nier cette religion d'avant. Et ça me paraît aussi pour aujourd'hui extrêmement intéressant. L'idée d'accumuler des patrimoines au lieu d'en supprimer un pour mettre l'autre à la place. Il arrive à les faire vivre en même temps. Et non seulement il arrive, mais grande partie des informations qu'on a sur le monde préhispanique aujourd'hui, à Tlaxcala, mais même à Mexico, vient des informations qu'il nous a laissées. Et puis, on n'a pas évoqué son fils, mais qui lui-même arrive à un poste que sans doute Diego ne pouvait pas espérer pour lui-même. Je voudrais juste qu'on puisse maintenant donner la parole à la salle, au
travers des questions. Alors, on va passer avec un micro, mais vous n'aurez pas la... Je préfère le préciser d'emblée, vous n'avez pas la possibilité vous-même de prendre le micro, donc vous allez simplement transmettre votre question qui va être répétée dans le micro. Je suis désolé, hein, on est obligé de faire comme ça. Donc, d'une certaine manière, c'est pratique, ça vous oblige à faire des questions claires et courtes. Mais c'est plus facile ensuite. Alors, il y a monsieur sur la droite ici, et puis ensuite, mesdames ici. Et puis, dans un quatrième temps, monsieur. Je réponds tout de suite. Alors, Diego est un type très particulier parce qu'il devait répondre au questionnaire. Au lieu de répondre avec des réponses qui font 2, 3, 4 lignes, il a répondu en écrivant un bouquin. Donc les réponses sont extrêmement riches. Et dans les réponses, il parle de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les questions que nous avons. Nous avons les questionnaires, il faut imaginer, les 220 questions ont été imprimées, envoyées au Pérou, au Mexique, et c'est face à ce questionnaire imprimé qu'on a conservé que les réponses étaient formulées. Alors lui, par exemple, il y a un moment, il répond à une des questions et il commence à raconter des souvenirs d'enfance. Et c'est là, si vous voulez, où j'extrais ces souvenirs d'enfance. C'est très rare d'avoir quelqu'un au Mexique au XVIe siècle, et même en Europe, je veux dire, qui raconte des souvenirs d'enfance. Montaigne le fait, mais lui aussi. Et donc, j'extrais de sa réponse, qui est en fait beaucoup plus une digression, et c'est quelqu'un qui passe son temps à faire des digressions. C'est-à-dire, on ne lui demande pas de raconter son enfance. Il n'est pas là pour raconter sa vie, ni raconter ce qu'il aime bien. Il y a un moment, par exemple, on lui demande, je vais vous donner un exemple très clair, on lui demande, bon, est-ce qu'il y a de l'élevage? Parce que l'élevage, c'est une nouveauté introduite par les Européens. C'est quoi, des bovins, des ovins, des moutons? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il répond. Et puis, tout à coup, il commence à nous dire, ah oui, mais alors la viande des troupeaux qu'on a à Veracruz, c'est-à-dire dans la chaleur tropicale, elle n'est pas très bonne. Par contre, au nord du pays, on fait une très bonne viande. Et moi-même, qui suis allé en Espagne, je peux vous dire que la viande mexicaine est bien supérieure à la viande espagnole. Évidemment, ça pour nous, pour moi comme historien, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire avoir ce jugement très concret sur la qualité de la viande américaine en quelque sorte, mais ça on ne le lui demandait pas. C'est-à-dire l'administration, alors c'est Philippe II, c'est le Conseil des Indes, voulait savoir si dans la région il y avait des troupeaux et combien. Et donc il est constamment, c'est pour ça que j'ai pu faire ce livre, il sort complètement de cela. Par exemple, il a un dernier exemple pour vous rendre la parole, il dit moi je suis ce que dit le divin Platon. Il ne faut pas simplement travailler pour soi, il faut travailler pour sa patrie et pour ses amis. C'est sa devise, donc il se montre comme un fonctionnaire qui est au service du public, au service des amis, au service de la patrie. Il n'emploie beaucoup le mot patrie. Mais le mot patrie pour lui, c'est Tlaxcala, c'est le local. Bon, ça, on ne lui demandait pas. Normalement, les gens qui font les réponses sont des gens anonymes. Je veux dire, sont des gens qui remplissent les formulaires. Pas des gens qui racontent leur vie. Or, sans arrêt, ils racontent ça. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi il y a ce penchant. Mais c'est à partir de là où je retire ces informations qui, visiblement, je dois inventer la question. Sur ses souvenirs d'enfance, c'est-à-dire, par exemple, il raconte, il jouait, quand il était au Mexico, je vous le dis parce que, comme historien, ce sont des moments de grande jouissance pour un historien. Il me raconte son enfance, il avait 5 ou 6 ans, il jouait dans les faubourgs de Mexico, et il jouait les métis, il jouait avec des Espagnols, avec des petits Indiens. Et puis il dit, oui, mais parfois on avait des problèmes parce qu'il y avait l'un d'entre nous qui disparaissait. Pourquoi? Alors, il explique pourquoi il disparaissait. Ben oui, parce qu'il y a des Indiens qui les kidnappaient pour les sacrifier.
Donc ça nous remet dans une atmosphère de jeu d'enfants qui jouent dans la rue, et puis il y en a un ou deux qui disparaissent, et puis on n'en entendra plus parler, et on sait que très probablement, ils ont été kidnappés par des Indiens qui continuaient à faire des sacrifices, et des sacrifices humains. Et donc, on a en 5 lignes une petite ébauche d'une atmosphère, enfin, quelque chose qui est passionnant, parce qu'on retrouve ce que pouvait vivre un enfant. Il y a beaucoup de choses, d'éléments de ce type dans ce texte que j'ai essayé justement de sortir du texte, et puis de poser une question de façon à ce qu'il ait l'occasion de raconter cette anecdote. Alors, on a une question par ici. Je ne sais plus laquelle d'entre vous voulez poser une question. Je voudrais savoir, bonjour, merci. Je voudrais savoir comment lui s'auto-appelait, quel était l'adjectif qu'il donnait pour, est-ce qu'il se disait, alors vous dites qu'il naviguait entre les deux mondes, donc indien ou espagnol ou américain, je ne sais pas, vous avez utilisé ce terme. Je voudrais savoir également, vous avez dit que sa mère n'était pas noble et pourtant il fait partie de l'aristocratie indigène, donc ça m'interpelle. Et enfin, dernière question, quelle est la vision des Mexicains aujourd'hui sur lui, dans la ville où il est né? Alors, est-il connu ou pas? Non, il est très connu. Et il est généralement considéré comme un Indien, parce qu'au Mexique règne aujourd'hui cette political correctness. Hein. Être métis, être blanc, c'est mal. Être Indien, c'est bien. Donc on oublie la moitié. Alors quand il parle de lui, il répète toujours, je vais vous dire en espagnol, puis je vais vous traduire, Yo nacido en el nuevo mundo. Moi qui suis né au nouveau monde. Et je pense que là, il dit tout. Alors évidemment, pour nous, biologiquement, il est un métis, culturellement, il est un métis, etc. Mais lui ne se présente jamais, n'utilise jamais ce terme-là. Et les gens qui le connaissent et qui traitent avec lui, non plus. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne voit pas son métissage parce qu'on voit son insertion sociale. C'est-à-dire son appartenance aux élites. Et à la même époque, Cortés a eu des enfants métis. Il avait un enfant qui était un espagnol, qui n'était pas métis du tout, mais il y avait des demi-frères qui étaient des métis. Ces gens n'apparaissent jamais comme des métis. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à l'aristocratie. On oublie, si vous voulez. On oublie le fait que... disons qu'on n'oublie pas, mais ça n'a pas d'importance. Et donc, comme je vous disais, le personnage reste aujourd'hui un personnage important, en particulier pour toute la Tlaxcaltèque d'aujourd'hui, qui revendique beaucoup leur passé. Or, leur passé, pour nous, le mot qui brûle, évidemment, c'est le mot collaboration. Ce sont des gens qui ont collaboré et qui, en échange, ne payaient pas le tribut, je veux dire, qui ont été favorisés et qui ont conservé leur autonomie pendant tout le XVIe siècle. Alors, on a le temps pour une toute dernière question, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Je me posais une question, je vous entendais parler d'autonomie, on vient d'en parler, et du coup, je n'arrivais pas trop à imaginer la présence espagnole, la part de contrôle, etc. Voilà. Je me demande comment ça pouvait se passer à partir du moment où il y a des ambassades, des impôts, où on levait plus ou moins. Alors, il faut imaginer que je vous parle beaucoup de cette noblesse indienne parce que c'est elle qui joue les intermédiaires entre le gros de la population et les occupants espagnols. Sans les élites indigènes, c'est pour ça que les élites indigènes sont restées partout en place. C'est-à-dire, les Espagnols n'ont pas touché à la noblesse et les franciscains, les religieux, ont eu bien soin de donner à la noblesse une éducation qui était interdite au peuple. Entre autres, l'apprentissage du latin. Donc, cette autonomie, elle est liée au fait que les Espagnols sont minoritaires, très peu nombreux, ils parlent généralement pas les langues indiennes, ils ne connaissent pas le pays, et ils dépendent entièrement donc de ces élites. Et ces élites, c'est extrêmement important quand vous faites l'histoire de l'Amérique latine, parce qu'on s'aperçoit que jusqu'aujourd'hui, ce sont ces élites qui dirigent l'Amérique latine, et qui jouent toujours les intermédiaires. Alors, à l'époque, ce sont des élites indigènes qui jouent les intermédiaires avec la puissance coloniale. Mais ce sont d'autres élites au 19e, au 20e siècle qui vont servir d'intermédiaires avec les Américains, avec les Français ou avec les Anglais. Et ça, c'est vrai pour toute l'Amérique latine, pour le Brésil, etc. C'est-à-dire que le pays n'est pas un pays européen. Pour les Espagnols, c'est un pays extrêmement déconcertant, qu'ils le connaissent extrêmement mal. Et donc, ils dépendent
de la bonne volonté de ces élites. Et ces élites, évidemment, en profitent au maximum, puisque vous voulez exploiter le pays, et c'est nous qui savons où se trouvent les richesses. Alors, nous allons vous dire où sont les richesses, mais en échange, on partage. Et ça, c'est comme ça qu'a fonctionné le système colonial. Les Espagnols n'avaient pas les moyens de contrôler les populations comme on l'a aujourd'hui. Ils étaient obligés de passer par ces intermédiaires, par ces interprètes, par ces Diego Muñoz Camargo, par ces élites, pour pouvoir faire marcher la machine. Et ça explique comment aussi ces élites indigènes se sont intégrées dans le système, puisque finalement, elles sont restées très longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, le maillon indispensable, sans lequel rien ne pouvait marcher. C'est elles qui faisaient passer les ordres, pour ramasser le tribut, les richesses. Et donc, cet échelon est évidemment fondamental quand on veut comprendre le système colonial. Mais ça complique beaucoup notre vision de la colonisation. Pas simplement pour le Mexique, mais aussi des autres colonisations. C'est-à-dire ça oblige à mettre en cause aussi le rôle des élites indigènes et des élites métisses. Il n'y a pas uniquement des méchants blancs et des bons indigènes. Il y a des gens exploités du côté indigène, c'est incontestable, mais il y a entre les deux ces groupes qui ont un rôle fondamental et sans lequel la machine coloniale ne pourrait pas fonctionner, et ça se jouera sous une autre forme, une colonisation française ou britannique, des siècles plus tard. Mais là déjà, cette pratique européenne de tabler sur les élites se met en place. Très bien, alors pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à Glasgow consulter la copie du manuscrit, je vous recommande la lecture de cette conversation de Serge Brzezinski avec un métis de la Nouvelle-Espagne dans cet ouvrage publié aux éditions Fayard. Vous pouvez dans quelques minutes aller au stand des éditions Fayard pour prolonger la discussion avec Serge Brzezinski, que je remercie d'avoir bien voulu nous présenter son livre. Merci beaucoup pour votre